Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Voilà, on est tout à fait dans la thématique. Alors depuis une semaine maintenant, c'est vraiment panique à bord dans le vaisseau amiral du conformisme médiatique. Pourquoi ? Eh bien parce que Elon Musk rachète Twitter. Imaginez, le propriétaire du groupe Tesla serait quand même partisan d'une liberté d'expression totale et se dit prêt à mettre fin aux mesures de, vous savez, ces mesures de modération qui sont mises en place sur les réseaux sociaux pour lutter contre les propos présentés comme racistes, complotistes, anti-vax, etc. Enfin, tous les gros mots du moment. Donc, cette censure-là s'arrêterait. Et certains comptes pourraient même revoir le jour, comme celui de Putsch Media, notre ami Nicolas Vidal, qui est avec nous d'ailleurs. Ou même celui de Donald Trump pourrait être réactivé. Donc, la montée d'angoisse chez les partisans de la liberté d'expression officielle. Écoutez plutôt Antoine Eulard, journaliste BFM, le 26 avril sur BFM. Justement. Une nouvelle extrêmement importante qui risque de changer beaucoup de choses. Pourquoi ? Eh bien parce que Elon Musk est un partisan de la liberté d'expression absolue sans la moindre restriction. Concrètement, ça veut dire qu'avec Musk aux manettes, eh bien fini les efforts de modération, fini les efforts pour lutter contre les fake news. Vous savez qu'actuellement sur Twitter, les équipes peuvent supprimer des contenus qui sont violents, qui sont injurieux, qui sont racistes. Ils peuvent aussi mettre des avertissements pour dire attention, cette publication n'est pas sérieuse, attention, cette publication relève des théories du complot. Tout ça, ce sera donc probablement fini. Ici, d'ailleurs, on se dit aussi que son premier coup d'éclat en tant que patron de Twitter pourrait être de réactiver le compte de Donald Trump, l'ancien président américain, banni du réseau social il y a un peu plus d'un an après l'assaut du Capitole. Si Trump retrouve sa tribune préférée, ça pourrait aussi avoir évidemment des conséquences, certains disent, sur la démocratie américaine et pourquoi pas même sur les prochaines élections présidentielles en 2024. Oui, Donald Trump, qui aurait une liberté d'expression, ça pourrait avoir des conséquences sur la démocratie. En fait, il pourrait même être réélu. Imaginez l'horreur. Et puis alors, mon préféré, mon favori, c'est évidemment Raphaël Enthoven, le 28 avril sur Europe 1. Moi, je ne revendique pas une liberté d'expression totale. Je considère quand c'est la vôtre, j'ai l'impression que si. Non, j'ai pas traité Tahabouaf de sale arabe et il m'a pas traité de sale juif. Ceci relève d'une limite absolue, pour le coup, à mes yeux. Et je considère qu'on est plus libre dans un pays où des propos comme cela sont interdits que dans des propos où ils sont autorisés. C'est tout le problème que pose Elon Musk. La liberté absolue, c'est pas la liberté. La liberté absolue, c'est la loi du plus fort. En matière de pandémie, ne pas mettre son masque au nom de la liberté, c'est contaminer l'autre. Ne pas se faire vacciner, c'est être dangereux de la même manière. Et en matière d'opinion, dans le registre des opinions, considérer qu'on peut avoir le droit de tout dire, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Mais c'est qui est l'arbitre ? Voilà, Raphaël Enthoven, le philosophe de Plateau qui nous propose cette idée de la liberté, celle que finalement dans une liberté, il ne faut pas toutes les libertés. Alors c'est une vraie question d'ailleurs, est-ce que la liberté totale est possible ? Jusqu'où va la liberté d'expression ? C'est finalement en creux notre sujet philosophique du jour, mais aussi et pourquoi les médias s'inquiètent finalement seulement d'une ouverture à une forme de pluralité, ce qui n'existe plus vraiment sur toutes les plateformes et dans tous les médias. Il y a à ce sujet d'ailleurs une tribune de journalistes de plusieurs pays du monde qui ont signé cette alerte avec cette nouvelle arrivée d'une liberté d'expression offerte par Elon Musk. Alors voilà le sujet du jour et pour en parler, nous sommes avec Édouard Dupeloux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur opérationnel de l'Institut Libre du Journalisme. Nous sommes également avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, bonjour. Vous êtes journaliste et fondateur de Putsch Media et peut-être donc récupérerez-vous bientôt votre compte Twitter, n'est-ce pas ? Oh mais peut-être Clémence, voilà. Tous les matins je regarde à l'horizon si mon compte Twitter ne va pas revenir. C'est Ils sont deux, peut-être déjà. ça qui angoisse aussi énormément les journalistes de Plateau. Et puis nous sommes également avec Anne-Sophie Chazot. Bonjour Anne-Sophie Chazot. Oui, bonjour. Vous êtes essayiste, chroniqueuse et auteur de toujours ce très grand livre, je pense fondateur de notre siècle, Liberté d'inexpression, des formes contemporaines de la censure aux éditions de l'Artilleur. Et je propose à Anne-Sophie Chazot, les femmes d'abord, de vous donner la parole. Ah bien, écoutez, je vous remercie. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau parce que le sujet est croustillant, vraiment. On a eu vraiment une succession de réactions
complètement invraisemblable à une nouvelle qui, au départ, je rappelle, est une bonne nouvelle, normalement, enfin, pour des cerveaux normalement constitués. Lorsque quelqu'un dit qu'il est favorable à la liberté d'expression, des personnes qui sont soit journalistes, soit philosophes, prétendument, etc., devraient, la réaction spontanée, quitte à ce qu'elle soit ensuite tempérée, modérée, etc., par des réflexions secondaires, ça devrait être la joie en démocratie, disons. À supposer qu'on ne soit pas donc dans des régimes de surveillance. Or, ce qui a été assez spectaculaire, c'est qu'à l'annonce de cette nouvelle, il y a eu immédiatement une bronca, mais je dirais réflexe, comme si c'était pas possible de considérer que la liberté d'expression revendiquée fût une bonne nouvelle. Et donc, il y a eu, on a vu immédiatement, notamment à l'échelon européen, Thierry Breton qui s'est exprimé. Au niveau français, par exemple, Cédric O qui a tout de suite mis en garde. Vous avez cité Raphaël Enthoven qui, bien sûr, est allé, comme d'habitude, brasser du vent. Je sais, ce garçon, vraiment, je pense qu'il faudrait le planter dans un champ pour qu'il fabrique du vent comme une éolienne ou je sais pas, un moulin, comme ça il serait content, ça servirait au moins à quelque chose, ça ferait de l'énergie. Mais si vous voulez, c'est incroyable parce que tous ces gens, immédiatement, on a senti un raidissement. Et là où ça a été assez spectaculaire, c'est au niveau, notamment, vous l'avez cité, par exemple, la Fédération internationale des journalistes, qui a produit un communiqué qu'il faut vraiment faut le lire, ce truc, parce que il nous explique que la liberté d'expression est je cite là pour le coup, un danger pour la liberté de la presse. On en est là. Donc, on est face à le camp du bien, évidemment, qui ne supporte en vérité pas que une liberté d'expression revendiquée puisse, sait-on jamais, véritablement produire du pluralisme d'opinion et ça enlève en quelque sorte des monopoles à ceux qui jusqu'à présent les détenaient, c'est-à-dire ce que j'appelle la fabrique de l'opinion, c'est-à-dire les médias mainstream, tous les prescripteurs d'opinion, du type Enthoven d'ailleurs, qu'on voit à tout propos, sur tout sujet, diligenter la parole officielle. C'est typiquement ça. Vous avez aussi une réaction assez forte des institutions européennes. Je suppose qu'on en reparlera dans le cours de la table ronde, avec le fameux DSA, c'est-à-dire le Digital Services Act, qui est un texte qui a été produit à l'instigation très forte de la France, parce qu'on sait que depuis l'avènement d'Emmanuel Macron, c'est une obsession que de vouloir brider les... Oui, alors ça on va y revenir justement sociaux, sur voilà. cette... Oui. Donc il y a toute cette batterie, si vous voulez, de réaction immédiate qui a été prise, qui s'est mise en œuvre à l'annonce de cette nouvelle. Moi, je voudrais juste, si vous voulez, recamper quand même le côté drôlatique de la situation, si on considère quand même qu'on est face à un camp qui passe son temps à nous vanter le modèle américain et à adorer tout ce qui nous vient des États-Unis, en l'occurrence tout ce qui est woke, tout ce qui est sociétalisme, etc. Or, pour un coup, ce qui nous vient des États-Unis, c'est un peu la base de la Constitution américaine. Je rappelle que la liberté d'expression, c'est le premier amendement de la Constitution américaine. C'est pas le deuxième, c'est pas le 10e, c'est le premier. Ça veut dire quelque chose quand même. Donc ça veut dire que la liberté d'expression, normalement, quand on se prétend libéral, comme c'est le cas de tous ces gens du camp du bien, normalement, libéral, ça veut aussi dire liberté. C'est une disposition morale à la liberté. Et là, quand subitement c'est réintroduit dans le champ public, du débat public, là, tout à coup, ça leur fait peur. C'est-à-dire qu'on se demande si finalement tous ces gens qui, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, nous expliquent que ce qui se passe en Russie, avec notamment la surveillance des réseaux sociaux par Poutine, etc., c'est très mal, etc. Là, tout à coup, on nous dit « Ah bah oui, mais faites attention parce que s'il y a trop de liberté d'expression sur Twitter, on risquerait de pouvoir suspendre Twitter. » C'est ce qu'a dit Thierry Breton à propos
propos de la mise en service du DSA. Donc, on est face à des gens qui sont empêtrés dans leurs propres contradictions et qui n'aiment la liberté qu'à la condition qu'elle leur permette d'avoir le monopole de cette liberté-là. Une dernière chose à propos vous avez cité cette chose très drôle, comme quoi le retour de Donald Trump, du compte Twitter de Donald Trump sur une atteinte à la démocratie. Une menace sur la démocratie, on croit quand même rêver. C'est-à-dire qu'on parle quand même de l'ancien président des États-Unis, dont le compte, je le rappelle, Twitter a été supprimé pendant son activité, pendant son mandat, juste au moment de la campagne de l'élection, et je rajoute 70 000 comptes de ses followers parmi les plus actifs des Trumpistes de l'époque avaient été également supprimés sans autre forme de procès, c'est-à-dire sans passer par la case justice. Donc tout ça, ça leur paraît tout à fait normal. Bien sûr. Donc, Anne-Sophie Chazot, on va continuer d'en parler. On va donner la parole également à Édouard Dupeloux et Nicolas Vidal, qui trépignent eux aussi pour parler de cette liberté d'expression à géométrie variable. Et nous retrouvons tout de suite notre table ronde, les médias inquiets d'une nouvelle pluralité. Ligne droite. Les reporters croupissent en prison. Ces maladroits ont mal choisi leurs questions. La table ronde. Et pour cette table ronde, nous sommes toujours avec Édouard Dupeloux, directeur opérationnel de l'Institut libre du journalisme, Nicolas Vidal, journaliste indépendant, fondateur de Putsch Média, et Anne-Sophie Chazot, notamment auteur de Liberté d'inexpression des formes contemporaines de la censure aux éditions de l'Artilleur. Je me tourne vers Édouard Dupeloux pour évoquer cette pluralité dont évidemment Anne-Sophie Chazot a déjà tiré les grands traits de la limitation de cette pluralité, des limites plutôt. Alors, elle nous parlait de raidissement de nos journalistes ou de ces prodigueurs de vérité. Alors, pourquoi un tel raidissement ? Et finalement, est-ce qu'on n'est pas toujours dans la même situation, Édouard Dupeloux, que ce qu'on avait déjà vécu plus tôt avec les politiques, certains politiques qui n'avaient pas le droit d'aller sur les plateaux, je pense notamment à l'époque au Front National, et la liberté d'expression n'était pas à égalité, ne valait pas pour tous de la même façon, même si ces personnes-là étaient élues. Est-ce que finalement ce n'est pas que la juste continuation et l'amplification de ce phénomène, Édouard Dupeloux ? Si, effectivement, je crois que derrière, en fait, il y a une vision de la démocratie. Vous avez un certain nombre de personnes qui considèrent que la démocratie est une marche vers le progrès et qu'il faut expliquer au peuple de manière pédagogue ce qu'est la démocratie, quelles sont les idées qui doivent gagner. Et dans cette marche vers le progrès, vous avez donc certains partis politiques, certains élus, même s'ils sont élus, nommés par le peuple, qui, par leurs discours, par leurs idées, viennent empêcher l'avènement de ce progrès. Et donc les médias, les journalistes qui, eux, se voient un peu comme les garants d'une idée à défendre, ils sont là pour expliquer de manière pédagogique aux gens ce qu'il faut penser, ils donnent leur avis. Ils n'hésitent pas, si cela peut protéger la démocratie, enfin leur vision de la démocratie, à ne pas inviter certains hommes politiques et à en inviter d'autres. Même si, bien évidemment, en 10-15 ans, on a quand même vu les médias s'ouvrir à un autre discours, peu à peu, enfin certains médias, pas tous malheureusement, ils l'ont fait uniquement, je pense, en voyant leur entourage voter pour les partis. Enfin, on voit bien dans les sondages que les partis comme le Rassemblement national ou aujourd'hui maintenant la France insoumise font des scores que les journalistes ne peuvent plus ignorer. Ce sont quand même les auditeurs qui votent dans leur vie. Et donc, ils sont bien obligés, par la force des choses, de prendre en compte un peu de pluralisme, mais cela reste quand même limité. Et oui, puis vous dites les médias ont laissé un petit peu plus de place à ce paysage politique-là, de droite, d'extrême droite. Mais malgré tout, on a vu les articles dans l'entre-deux tours d'un seul coup s'enrager contre Marine Le Pen. J'en citerai deux. Celui de l'Obs. Si Marine Le Pen était élue, elle pourrait devenir la commandante en chef de la force de frappe française et déclencher l'équivalent de 48 000 Hiroshima sur une grande partie des États-Unis. Enfin voilà, rien que ça. Et puis, au lendemain de l'élection, c'est Libération qui a titré « Merci qui ?» en s'adressant à Emmanuel Macron, montrant bien que c'était grâce à lui, grâce à Libération, que la démocratie avait été sauvée. Je me tourne vers Nicolas Vidal. Alors, démocratie, pas démocratie, liberté d'expression. Nicolas Vidal, qu'est-ce que vous en pensez ?
Vous savez à peu près ce que j'en pense. Moi, je suis journaliste indépendant depuis novembre 2007, donc ça commence à faire un petit moment que je suis journaliste indépendant, que je suis dans le journalisme indépendant, que je suis bien entendu les journaux de grand chemin. Et moi, à mon époque, il y avait la bien-pensance. Rappelez-vous, Clémence, il y avait cette bien-pensance où il fallait, grosso modo, c'était assez feutré. Et puis nous sommes tombés, notamment avec les gilets jaunes, avec la réforme des retraites, avec la crise sanitaire et maintenant avec la guerre en Ukraine, nous sommes tombés dans une véritable police de la pensée. Parce que la réalité pour ces gens, c'est que la liberté d'expression, elle est extrêmement violente. Même la liberté d'informer, vous l'avez dit, nous, les 2 comptes Twitter ont été supprimés, nous sommes un média accrédité, nous avons un numéro CPPAP et Twitter a jugé bon de nous dégager Manu Militari. Donc bien entendu, sans raison en plus, hein. Oui, sans aucune raison, puisque nous faisons toujours très attention à ce que nous mettons. Ce n'est que des infos vérifiées, des infos sourcées, et ça pose un véritable problème, bien entendu. Donc finalement, quand on a ce rachat par Elon Musk de Twitter, c'est intéressant, parce qu'on voit bien que ça crée d'énormes tensions, et puis nos petits amis progressistes, ils commencent à avoir un peu peur de ce qui va se passer, parce que la réalité, c'est qu'ils estiment que la liberté d'expression est égale finalement à la désinformation, parce que c'est ça qu'il y a dans leur petit cerveau étriqué, c'est-à-dire que la liberté de s'exprimer, c'est forcément la régression, la désinformation et les fausses nouvelles, puisque nous sommes du courtoisie, et je vais éviter d'employer des anglicismes. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant là-dessus, et Anne-Sophie en a parlé, et Edouard Dupelou aussi, bien entendu, mais il y a finalement ce profond mépris de classe. Ce profond mépris de classe. Parce que penser que les gens pourraient justement penser par eux-mêmes, ça voudrait dire forcément automatiquement qu'ils penseraient mal. Parce que c'est ça. Donc il y a ce mépris de classe qu'on a vu, je vais le dire, dégueulasse pendant les Gilets jaunes, mais ça a été ignoble pendant les Gilets jaunes, ce mépris de classe, par ces journalistes, ces plateaux de télé, bien ouatés, avec leur petit nom derrière leur petit siège. Et on a tout entendu des imbécilités, mais pas possible. Et finalement, on a l'impression, ils ont plus que l'impression, puisqu'ils verrouillent le débat public, ils verrouillent l'expression, ils veulent verrouiller les réseaux sociaux, bien entendu, puisque c'est le seul dernier canal d'information, ou du moins de liberté et d'expression. Donc, finalement, c'est les gueux, c'est ceux qui ne sont rien. Mais c'est pas propre à Emmanuel Macron, c'est propre à toute une oligarchie. Et je voudrais revenir sur ce que disait Anne-Sophie Chazot là-dessus. C'est que quand Elon Musk, il y a eu cette annonce du rachat, bien entendu, Thierry Breton en chef est venu nous dire que finalement, Elon Musk devrait faire avec les règles européennes. Mais les règles européennes, ce sont lesquelles les règles européennes, et effectivement Emmanuel Macron est d'ailleurs obsédé par ça aussi, les règles européennes finalement ce sont les règles d'une information de propagande. Il faut-il le rappeler encore, c'est une vision européiste, mondialiste, et tout ce qui ne va pas à l'encontre, tout ce qui va à l'encontre de cette vision du monde faite avec une excommunication des peuples, bien entendu ça ne va pas. Donc finalement ce n'est pas une loi, c'est une règle européenne pour éviter ce qu'on appelle, vous le savez, la fameuse désinformation. Mais la désinformation, c'est plutôt la liberté d'expression qui est en train aujourd'hui d'être très malmenée. Et c'est la liberté d'expression, mais c'est aussi, et ça c'est très grave pour moi, dans mon petit lopin un peu égoïste et exigu, ma chère Clémence, c'est aussi la liberté d'informer. Parce que c'est ça la réalité. Regardez QG, regardez Boulevard Voltaire, regardez Livre Noir ou d'autres médias de toute sensibilité. Aujourd'hui, nous subissons les foudres. Ah, nous avons perdu Nicolas Vidal. Voilà, c'est la censure de Nicolas Vidal. Exact. Ouais. Voilà. Anne-Sophie Chazot, vous avez entendu Nicolas Vidal, qui n'est pas censuré, évidemment, je plaisante, qui parlait de désinformation. Je voudrais qu'on revienne, puisque vous connaissez bien cette historique, que vous redonniez la progression et, on va dire, comment s'empire, comment s'aggrave le contrôle de l'information aujourd'hui, avec notamment le développement de la loi Avia et puis d'autres conseils. En fait, ça s'inscrit en France dans une longue tradition liberticide qui va avec l'histoire révolutionnaire. C'est, le ver dans le fruit, c'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc c'est cette fameuse phrase de Saint-Just qui préfigure le rapport qu'entretiendra ce camp-là, entre guillemets, idéologique, avec la question de la liberté, et notamment celle de la liberté d'expression. Et on a cette espèce d'esprit qui était celui de la fameuse loi des suspects, que c'est la loi de la terreur révolutionnaire, qui règne de façon plus ou moins consciente dans
l'imaginaire, on va dire collectif, et le rapport collectif qu'entretient notamment la France avec cette question de la liberté. Plus récemment, et moi je me concentre là sur la période vraiment de la gouvernance macroniste du pays, on a vraiment eu, c'est pas un mot en l'air, une obsession vraiment d'Emmanuel Macron par rapport à la liberté d'expression de façon à la noyauter le plus possible. Il y a eu notamment, dès qu'il est arrivé, la loi anti-pseudo-fake news. Moi je dis pseudo parce que qui décide là encore de ce qui relève de la désinformation? S'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de confrontation pluraliste, je ne vois pas qui peut décider. Il y a eu ensuite l'adoption en droit français de la directive secret des affaires, qui est une loi très grave qui pèse sur le journalisme d'investigation et sur les lanceurs d'alerte. Je note d'ailleurs au passage, par parenthèse, que tous les gens qui s'indignent depuis une semaine sur le rachat de Twitter par Elon Musk ont été bien silencieux sur ce que nous avons appris en pleine entre deux tours des élections, à savoir l'extradition la justice anglaise a accepté d'extrader Julian Assange aux États-Unis. On en a fait un sujet, bien sûr. S'il y a un vrai scandale sur la liberté de la presse et la liberté d'expression actuellement, c'est la situation de Julian Assange. Là, c'est silence radio. Ensuite, il y a eu la tentative de loi Avia qui a été fort heureusement retoquée par le Conseil constitutionnel, mais, et c'est là que je veux en venir, qui revient par la fenêtre par le biais de ce projet je reviens sur l'histoire du DSA au niveau européen, qui est une façon en fait de faire peser la censure directement sur les opérateurs, sur les fournisseurs, etc., en les obligeant à modérer, c'est-à-dire en fait à faire régner une idéologie sans passer par la case justice. C'est-à-dire qu'on n'a plus, ce sont des gens qui ne sont pas mandatés par le peuple, qui n'ont aucune légitimité pour cela, mais que par le biais de la loi ou de dispositifs européens comme l'Europe en a le secret, pourront comme ça noyauter et seront même tenus de le faire, parce que s'ils ne le font pas, ils se verront imposer des amendes, voire, et c'est là que Thierry Breton a dit, voire interdire. Imaginez que la France n'ait plus accès à Twitter. Enfin, je veux dire, on en est quand même à ce niveau-là. Et on voit bien d'ailleurs ce que c'est que cette idéologie européenne. On l'a vu dans d'autres sujets, mais le fait que ce soit Ursula von der Leyen qui ait réglé directement le contrat Pfizer, celui on est en dehors des armes pour l'Ukraine. De tout principe, même de contrôle démocratique. De contrôle démocratique, oui, tout à fait. Dans cette histoire. Et je veux faire une toute petite remarque. Hier, vous aviez Olivier Véran qui était sur France Inter et qui a une phrase extraordinaire. Il a dit, oui, vous comprenez, en Chine, vous voyez les images tous les jours qu'on voit de la Chine, de Shanghai, de gens qui sont désespérés, qui se jettent depuis leur maison, qui veulent mourir, qui se suicident, qui veulent mourir parce qu'ils sont soumis à une loi complètement dictatoriale, qui sont enfermés chez eux, les portes verrouillées. Oui. Voilà, et ils n'ont pas à manger. Enfin bon, c'est une catastrophe. Et donc Olivier Véran vient sur France Inter nous expliquer que c'est quand même assez formidable que la Chine ait pu comme ça reconfiner sa population et qu'ils ont pu le faire, je cite, parce qu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Et on sent la petite pointe de regret. Il faut vraiment que les auditeurs aillent écouter cette séquence. On sent Olivier Véran est vraiment embêté qu'on soit en démocratie et qu'on ne puisse pas faire pareil, quoi. C'est vraiment super dommage. Ah oui, le modèle chinois est tellement beau. Tout le monde pour 10 cas ou 30 cas de Covid, et puis que tout le monde ait envie de se suicider parce que mince, on est en France et on a quand même encore un petit peu de démocratie. Donc, un petit peu. Et c'est ça que ça veut dire derrière. C'est-à-dire qu'en fait, l'imaginaire macronien, c'est celui-ci. Macroniste. C'est-à-dire que vous avez toujours ce regret que les gens puissent ne pas obéir au doigt et à l'œil à tout ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Et là, on rejoint la question sanitaire en plus, qui est vraiment, pour moi, un paradigme de
de mentalité dictatoriale. Je ne dis pas qu'on a été en dictature, je dis dictature du sanitaire. Et donc là, tout se rejoint. Donc là, c'est le sujet sanitaire, mais ça pourrait être tout aussi bien la question, par exemple, de la guerre en Ukraine. dont on parle de l'Ukraine ou de la façon dont on parle de l'immigration. Si vous regardez ce qu'il y a dans le pacte de Marrakech, il est quand même très clairement explicité que les médias qui ne parleraient pas de l'immigration de façon positive, simplement, même avec des arguments pas forcément anti, mais je veux dire simplement objectifs, factuels ou chiffrés, seraient sanctionnés. Voilà, ça c'est la réalité. Anne-Sophie Chazot, je vais me tourner vers nos autres invités. Des dogmes, on va dire. Voilà. Édouard Dupeloux, il y a quand même une grande question, parce qu'en effet, on commençait à parler de ce dogme européen. Au départ, on se dit, oui, c'est vrai que toute liberté s'arrête là où commence celle de l'autre et la liberté totale n'existe pas, comme dit Raphaël Enthoven. Mais là, ça va plus loin que ça, en fait. C'est vraiment une seule vérité, qui est la vérité notamment d'un certain dogme, donc maintenant prôné par Ursula von der Leyen, pour donner cet exemple-là, qui a le droit au plateau. Oui, alors je crois que toutes ces personnes qui s'opposent à la liberté d'expression totale jouent un peu sur les mots. Elles font mine de croire que cela deviendrait la jungle, mais dès la loi de liberté de presse de 1881, sont déjà interdits les bobards, les injures, les harcèlements, etc. Et donc déjà aujourd'hui, il est interdit via les médias d'injurier, d'harceler les gens, de tenir des propos racistes. Donc en fait, il existe déjà des garde-fous. Donc lorsqu'ils tiennent tout un discours contre la liberté d'expression, en fait, c'est surtout un discours contre certaines pensées, contre certaines idées. Oui, mais est-ce que c'est la même chose sur les réseaux ? Parce que ce qu'ils disent, c'est si Elon Musk est pour toute liberté d'expression, donc ce sera la porte ouverte à tous les racismes, à toutes les fake news, à toutes les fausses nouvelles. En fait, il y a un fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la majorité des comptes qui sont fermés, qui sont limités, shadowban comme on dit en anglais, sont des comptes conservateurs, des comptes de l'ultra-droite, comme ils disent, ou de droite tout court. Ce ne sont jamais des comptes d'extrême gauche. Enfin, il y a pu en avoir, bien évidemment, à la marge. Et bien évidemment, ce ne sont jamais des comptes de la gauche progressiste ou de la droite républicaine. Donc, dans les faits, Elon Musk, s'il récupère Twitter, mettra quand même en place quelques systèmes, algorithmes qui contrôleront les propos qui seront tenus. Il viendra juste rétablir un équilibre en se comportant de la même façon, quelles que soient les idées qui sont derrière ces comptes. Oui. Nicolas Vidal, est-ce que finalement la solution qui nous paraît tellement évidente, mais est-ce que ce n'est pas de dire, oui, certes, Ursula von der Leyen, Libération, l'Obs, vous avez tous le droit à la parole, mais les autres aussi, et en fait, il faut seulement laisser vivre la pluralité. Oui, vous avez raison, Clémence. Mais vous avez raison là-dedans. Mais ce qui est intéressant aussi de voir par rapport à ça, c'est que ce qui est aujourd'hui incarcéré, c'est l'expression populaire. C'est ça la volonté. C'est incarcérer finalement l'expression populaire à néant. C'est atomiser l'individu. C'est cette réalité-là. Alors vous avez ces strates-là de l'Union européenne, Ursula von der Leyen. D'ailleurs, on demandera encore à Ursula von der Leyen où elle a foutu les textos qu'elle a échangés avec Albert Bourla avec Pfizer. Mais vous avez raison. La dernière fois, elle a oublié de vous répondre. Oui, ça fait 4 fois que je lui demande, mais donc j'espère qu'au moment donné, elle va me répondre. Mais pour être plus sérieux sur ces questions-là, c'est qu'à un moment donné, c'est ça la réalité. C'est qu'on estime que la populace, et j'en fais partie, est trop stupide pour comprendre. Donc, à un moment donné, on verrouille partout. Et dernier élément de réponse, c'est-à-dire aussi que vous n'avez plus de contre-pouvoir. Quand vous avez les médias de grand chemin comme ça, qui participent à cette police de la pensée, que vous avez un gouvernement qui n'a de plus en plus, Emmanuel Macron, de moins en moins de légitimité, il ne vous reste rien. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population, des millions de Français, qui vont se retrouver face à une oligarchie, qu'elle soit d'une classe élite médiatique, une élite politique, qui n'ont plus du tout les mêmes intérêts, qui n'ont plus du tout les mêmes aspirations, et qui même, et ça c'est qui est terrible, qui se détestent. Et nous nous retrouvons finalement dans un effondrement culturel, intellectuel, politique et médiatique. Et la fin de la liberté d'expression, la fin de la liberté d'informer, c'est finalement, pour terminer, c'est cette volonté farouche d'incarcérer l'expression populaire. Et ça, je le dis, ça va finir vraiment très mal. Voilà. Mais, là, vous finissez sur une note plutôt négative. Mais Anne-Sophie Chazot, juste un mot rapide de la fin. Là, on peut être quand même assez optimiste parce que Elon Musk a quand même un certain pouvoir. Il va pouvoir, a priori, réussir à réparer cette liberté d'expression, en tout cas au moins sur la plateforme Twitter.
Ah oui, moi je pense que c'est une très bonne nouvelle et je pense pas que les dispositifs qui vont être mis en place, parce qu'il faut bien comprendre que Elon Musk, quand il parle de liberté d'expression, il entend évidemment dans le respect de la loi. Il s'agit pas, c'est pas le Far West. Donc, bien sûr qu'il y aura respect de la loi, des lois des différents pays, mais liberté d'expression quand même. Et d'ailleurs, on a vu, c'était assez amusant ces derniers jours, sur Twitter, des gens simplement écrire les femmes ont des vagins et les hommes ont des pénis, pour se moquer du fait que pendant 2-3 ans, on ne pouvait même plus dire des évidences comme cela sans se retrouver censuré par les mouvements trans ou je ne sais trop quoi, parce que c'était faire offense aux personnes transgenres, etc. Donc c'était plutôt rigolo et en fait ça veut simplement dire que c'est un rééquilibrage qui va se faire. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se remettre à dire n'importe quoi. Comme il a été rappelé, les lois elles existent, elles sont déjà applicables et il n'y a pas besoin d'en faire des tartines, mais simplement oui, on va respecter davantage de pluralisme et derrière tout ça, il y a quand même la question de la prochaine élection présidentielle qui américaine, je veux dire, avec le fait que le débat public américain va de nouveau s'ouvrir, je pense, à des voix qui avaient été remises sous le couvercle par ces actes de censure. Pour ce qui concerne l'Europe, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'ils vont vraiment avoir à cœur de beaucoup surveiller, c'est-à-dire que si la liberté d'expression s'ouvre davantage au niveau public, à ce moment-là, en disant on va respecter bien sûr la loi, à ce moment-là, ce qui est à craindre, c'est un raidissement de la loi. C'est-à-dire qu'il y ait une inflation législative qui vienne faire en sorte qu'on puisse davantage comprimer en quelque sorte ce qui aura été libéré sur le versant de la société de l'autre D'accord, donc côté. À suivre de ce côté-là, Anne-Sophie Chazot. Un dernier mot pour Édouard Dupelou. Finalement, donc au moins sur Twitter, c'est la fin du ministère de la Vérité. Oui, c'est ça. Après, je crois que depuis le début, les démocraties ont peur de Twitter car elles ont redonné la parole au peuple, en fait. Et malheureusement, je dis les démocraties car aujourd'hui, les gens à la tête de ces démocraties veulent pouvoir contrôler ce que les gens pensent et votent à la fin. Évidemment, je caricature. Et depuis le début et l'avènement des réseaux sociaux, cela a redonné la parole à des points qu'on n'entendait plus. Et ils sont tristes de voir qu'avec Elon Musk, il pourrait y avoir à nouveau un retour vers l'origine des réseaux sociaux qui avait été recontrôlé entre-temps avec des limites et des garde-fous à la liberté totale. Donc à surveiller ce que disait Anne-Sophie Chazot, que cette liberté gagnée d'un côté ne soit pas reprise de l'autre par toutes les lois, l'épidémie de lois sous le macronisme. Merci beaucoup à vous trois. On continuera de parler de cette liberté d'expression et des médias alternatifs puisque c'est votre rôle à tous. Merci Anne-Sophie Chazot. Je rappelle, vous êtes auteur de Liberté d'inexpression des formes contemporaines de la censure aux éditions de l'Artilleur. Nicolas Vidal, journaliste et fondateur de Putsch Média, chroniqueur chez nous évidemment, et Édouard Dupelou, directeur opérationnel de l'Institut libre du journalisme. À très bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.